Nous allons passer à une séquence table ronde sur comment faire peser davantage la voix de l'industrie immobilière pour éclairer les politiques publiques. Et donc j'invite à monter sur scène Monsieur Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers, Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS, Alexandra François-Cuixac, présidente fondatrice d'AFC Promotion et présidente d'honneur de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et je rappelle Thomas Lefebvre, vice-président Data et Sciences à Vives-Sologer. On y va, vous êtes à l'heure et aucune raison de différer. On sera sans doute rejoint par d'autres visiteurs. Je crois que les présentations peuvent être faites rapidement puisque vous avez et les visages et les noms et les fonctions. Je vous accueille avec plaisir, sachant que cette rencontre pour le club des penseurs de l'immobilier, elle est devenue rituelle. On était présents déjà l'an dernier. Alors, on l'est cette année sous une forme particulière. Lorsqu'on s'exprimait les fois précédentes, c'était pour vous rendre compte des travaux, des réflexions de ce club. On l'a fait différemment. Un document vous est remis et vous pourrez tout simplement lire les comptes rendus des débats, des travaux de ce club et le faire de façon plus complète qu'on aurait pu vous les exposer. On va parler plutôt de méthode et de l'utilité de ce club des penseurs dans le paysage des lieux de réflexion, de pensée, de partage, d'influence, tout ça à la fois. Et on va le faire avec trois personnes autour de moi qui en sont membres. Bon, j'en suis l'animateur, le parrain, on m'a désigné parrain, alors ça me rajeunit pas, mais ça me va bien. À d'autres titres, je trouve que le parrain, ça évoque des choses qui me plaisent bien. En tout cas, oui, j'ai une vraie conviction dans l'utilité de ce club. Et ce qui serait bien, c'est que en une vingtaine de minutes, chacune et chacun à votre manière, vous puissiez dire, mes questions vont le provoquer, quelle vertu vous attribuez à ce club. Alors, la parole va tout d'abord à Thomas Lefebvre. Il représente le groupe, l'entreprise qui a souhaité, qui a inspiré cette démarche. Donc Thomas, un petit mot sur la raison, sur la marche de ce club, ce que tu en penses, ce que tu considères après presque 3 ans de fonctionnement que ça marche bien, voilà. Quelle satisfaction, ou l'inverse, il peut y avoir des nuances, en tire à Vives-Sologer. Et puis ensuite, dans ton rôle de vice-président responsable des data, et on t'a d'abord connu d'ailleurs chez Meilleures Agences sous ce jour-là, tu portais les présentations relatives au marché, l'évolution des prix. Alors tu restes l'homme des data, et le lien peut-être entre ce club et le potentiel de data que à Vives-Sologer met à la disposition de la réflexion publique et de la réflexion collective. Bonjour à tous, merci Henri. Alors, avec le club des penseurs, l'objectif est vraiment de faire porter la voix de l'industrie immobilière et d'éclairer les politiques publiques en matière de logement et d'habitat, où il y a évidemment un lien avec la data, comme tu l'as dit. L'idée, c'est vraiment de créer un espace de dialogue, de communication, où l'ensemble des acteurs vont se retrouver, l'ensemble de l'écosystème, je pense qu'on va le décrire juste après, où l'idée, c'est de partager des solutions collectives, innovantes, pour améliorer le logement et l'habitat pour les Français. Alors, ce club est né juste avant les élections présidentielles de 2022. Et législatives, puisqu'elles ont suivi. Maintenant, et législatives, où nous avions fait le constat que le logement était absent des débats et très loin des préoccupations des différents candidats à l'élection présidentielle. Et donc, nous avions mené à ce moment-là une grande concertation auprès de professionnels du marché du logement et des Français. Et nous avions d'ailleurs produit un manifeste sur les différentes préoccupations et solutions qui pouvaient émaner, que nous avions remis d'ailleurs au pouvoir public lors de ces mêmes assises il y a 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. 2 ans. 2 ans. 2 ans, pardon. 2 ans. Voilà. Alors, est-ce que c'est
le rôle d'une plateforme telle que Se Loger de faire ce genre de choses. Alors, d'une certaine manière, on pense que déjà parler d'une seule voix commune a évidemment plus de chances de faire passer, on va dire, les messages. Et donc il y a vraiment cette envie et ce rôle de fédérer cet écosystème. Et la deuxième chose, c'est que, mine de rien, en tant que plateforme, notre rôle aussi sociétal, c'est de fluidifier ce marché de l'immobilier. On le fait tous les jours, on s'attache à le faire tous les jours. D'un point de vue des données, évidemment, puisque, comme tu l'as dit, il y a un enjeu de transparence de ce marché de l'immobilier. En diffusant des informations sur le marché de manière continue, on s'attache à améliorer la connaissance qu'ont les différents acteurs de ce marché et à le fluidifier. Et donc, ce club des penseurs, c'est, on va dire, une prolongation de ces travaux en essayant d'apporter à notre manière des solutions pour fluidifier ce marché du logement. Tu nous rappelles comment le club fonctionne aujourd'hui, puisque tu as rappelé la genèse avec un livre blanc, qui est une réflexion collective sur ce qui était estimé important en matière de politique publique. Aujourd'hui, on fonctionne comment? Parce que ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. J'ai parlé de comptes rendus de réunions qui sont lisibles. Comment on fonctionne? Alors, le club, c'est 70 membres qui viennent, qui représentent l'ensemble de l'écosystème. On va avoir des fédérations, des réseaux, des promoteurs, des constructeurs, des aménageurs du territoire, des gens qui font de la data comme moi. L'écosystème aussi des startups aussi de plus en plus innovants, diagnostiqueurs. Et l'idée, c'est que chaque fois où on va se rencontrer, on se rencontre 4 fois par an, c'est d'avoir un sujet sur la table qui est porté par des penseurs pour introduire le sujet et ensuite débattre sur ces différents sujets. L'exemple des sujets que nous avons traités cette année, le sujet du pouvoir d'achat, comment redonner du pouvoir d'achat aux ménages français, comment est-ce qu'on peut relancer la machine de la construction à coût zéro. On sait que on a beaucoup d'argent en France, ou en tout cas associé au logement, donc c'était un vrai sujet. Le sujet de la décentralisation des politiques du logement, qui a été un sujet qui a été porté par Daniel et Alexandra, qui sont sur scène avec nous aujourd'hui et qui pourront aussi évidemment témoigner des travaux qui sont menés. Et les derniers sujets autour de la simplification des politiques du logement. Sont choisis comment ces sujets pour être complet sur la méthode? Démocratiquement. Oui. Démocratiquement. Oui. Démocratiquement. Bon, C'est pas toi qui les imposes. C'est ni toi. Non, mais c'est important. C'est vrai, ça pourrait être voilà, le groupe qui a provoqué la réflexion, qui choisit. C'est pas du tout ça. C'est un choix collectif très souple, d'une fois sur l'autre. Bon, tu n'as pas dit, moi j'ai pas de honte à le dire, les rencontres se passent sous une forme agréable. C'est pour ça que c'est maintenu depuis 3 ans, puisque ce sont des dîners, d'excellents moments ce sont ensemble. des dîners, voilà. Non, mais je pense que ça compte parce que on constate aussi que parmi les 70 personnes que tu évoquais, c'est ouvert d'ailleurs. Les 70 demain pourraient être 75 ou 80. Oui, tout à fait, oui. Voilà. C'est aussi un lieu d'échange de bonnes pratiques professionnelles. Et on voit des personnes qui ne se connaissaient pas, alors qu'ils travaillaient dans le même écosystème et qui, dans ce club, comme dans tous les clubs, engagent des relations de complicité, on va dire. Un petit mot sur les datas encore. Se loger, alors on a en tête, je l'ai dit, les prix. Bon, c'est un peu obsessionnel, l'évolution des prix ou des volumes. Aujourd'hui, vous avez un champ d'investigation data beaucoup plus large. Je pense aux questions des diagnostics, de l'étiquette énergétique. Sur quel sujet? Quelques illustrations aussi de ce sur quoi tu travailles. Alors, c'est vrai qu'avec Se Loger et l'ensemble des plateformes du groupe, nous sommes un observateur privilégié du marché, en collectant beaucoup de données qu'il convient de traiter pour apporter encore une fois des éclairages sur le marché de l'immobilier. Tu as évoqué les questions énergétiques. Mon équipe s'attache à valoriser l'ensemble des données qu'on peut collecter pour construire des informations et apporter des éclairages sur le marché. Typiquement, cette année, évidemment, on travaille sur la rénovation énergétique. Quels sont les impacts de la loi climat et résilience sur le marché? Est-ce qu'il y a de plus en plus de passion énergétique à la vente? C'est quoi l'impact sur les prix? On a fait une conférence quelques heures plus tôt aujourd'hui sur ce sujet. Des sujets sur l'encadrement des loyers, par exemple, quel est l'impact de l'encadrement des loyers à Paris, sur le marché, etc. Donc, on va s'attacher à apporter un éclairage via la data qui, à mon sens, évidemment, un préalable à toute décision publique, ou en tout cas au pilotage
de décisions politiques qui auraient un impact sur le marché du logement. Et c'est pour ça que je pense que l'association de la data au sein de ce club est évidemment très intéressant pour, en gros, savoir ce qu'on fait. Dernière chose, on pourrait trouver singulier qu'un organisme privé, hein, c'est le cas de Se Loger, Meilleurs Agents, éclaire la réflexion publique. Les pouvoirs publics n'ont pas ces moyens de faire émerger la data. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien entre privé et public? On peut s'en étonner. Depuis, je pense, la création de Meilleurs Agents, en tout cas c'était dans l'ADN très fort des fondateurs qu'on essaye de faire perdurer aujourd'hui, cette volonté d'apporter de la transparence sur le marché de l'immobilier via la data et pas n'importe comment, via la science. C'est des énormes investissements ont été faits depuis 15 ans maintenant, avec typiquement mon équipe, c'est une quarantaine de data scientists, data engineers, parmi eux des doctorants qui travaillent sur le marché du logement sur différents axes. Donc il y a un investissement très fort qui est mis pour créer cette transparence et donc on essaie de faire perdurer aujourd'hui avec le groupe Aviv. Merci beaucoup. Daniel, là encore, on pourrait imaginer un paradoxe. Tu es à la tête d'une organisation professionnelle, un corps intermédiaire, comme on dit, et un corps intermédiaire est là pour éclairer la décision publique, pour avoir pour interlocuteur le gouvernement, le Parlement, les collectivités locales. Alors, pourquoi tu rejoins le club? Et je peux bien dire que tu as eu une réponse enthousiaste quand ça t'a été proposé, que tu y es assidu, que quand on te donne même des devoirs à faire, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que une ou deux personnes sont chargées au début de chaque dîner de faire une petite exposé qui campe le débat. Et tu t'es livré à cet exercice, voilà, donc tu es engagé. Quel intérêt, quand on est à la tête d'un syndicat professionnel, qui déjà en soi est un lobby et là pour éclairer la réflexion publique. Quelle différence? Alors, puisqu'on parle de méthode, pour que la voix porte plus fort, accessoirement, quand on a fixé ce thème, on ne savait pas, enfin moi je vous dis que je ne savais pas qu'il y aurait une des solutions, vous pouvez ne pas me croire, mais peut-être qu'il y a une utilité encore majorée aujourd'hui à des organisations comme celle-ci. On a parlé de l'Alliance qui ce matin s'exprimait, il y avait quelques représentants, tu fais partie de l'Alliance. Voilà, ton regard sur ce dont on a besoin aujourd'hui, au-delà des syndicats professionnels comme celui que tu pilotes. Bonjour à toutes et tous. Donc, UNIS, c'est un syndicat de professionnels de l'immobilier, loi Hoguet, mais pas que, il y a des experts, promotion, innovation aussi. En fait, pour peser, c'est dans le titre, pour peser, il faut que ça soit multicanal. Voilà. Les corps intermédiaires ne sont pas toujours écoutés, même quand on représente un syndicat professionnel. J'ai noté la 3K sur le pouvoir d'achat. On a joué le jeu sur les 3,5% de l'indexation sur des loyers. Et en même temps, l'Assemblée nationale nous a collé un complément de loyer qui est absolument ingérable et qui est scandaleux. Bon, on n'a pas été écouté. Après, vous avez eu sur la loi climat, donc nous, évidemment, c'était issu de la Convention citoyenne du climat, donc on est pour les travaux de rénovation, on est pour la transition énergétique et la décarbonation, mais on a expliqué que c'était compliqué à faire. Bon. Donc il y avait peut-être un temps, il fallait desserrer le calendrier. On l'a dit au moment où on nous a subitement dans la nuit imposé en plus de 2028, 2025, 2034. Donc on n'est pas entendu. Sur le CNR logement, un groupe de travail formidable, 80 propositions. Sur la demande du gouvernement, ça a été mis à la poubelle. Voilà, enfin la poubelle non, parce qu'on peut toujours reprendre. Voilà, et là, il n'y avait pas que les syndicats professionnels. Oui, ça pourrait être réutilisé, important. Ça pourrait être réutilisé demain. Ça pourrait être réutilisé, mais c'est pour dire qu'en tant que corps intermédiaire et les think tanks, c'est important. Sur la crise vue de Matignon, donc le collectif, tu as parlé du collectif, c'est l'Alliance pour le logement. Donc là, c'est entre les notaires jusqu'à la Fédération du bâtiment, les promoteurs, les gestionnaires. Les HLM. Je vais en oublier, les HLM, bien évidemment. Et c'est important parce que le logement, c'est très hétérogène. Il y a le social, il y a le privé accident et il y a le privé bailleur. Donc, il y a le privé occupant et le privé bailleur. Donc, c'est très, très complexe parce que la vision du logement, dans ce cas de figure, comme c'est dilué, c'est compliqué. Eh bien, quand on est allé voir Matignon, avec la crise sur le logement, on nous a dit « Oh, mais vous inquiétez pas, les taux vont baisser, donc ça va être réglé ». C'est pour vous dire que
Quand on est corps intermédiaire, on n'est pas toujours entendu. Voilà. Il y a des think tanks. Alors nous, on fait partie de d'autres think tanks. On est très content de faire partie depuis le début de think tank Se Loger. Pourquoi? Parce que les membres de ce club sont très hétérogènes. Nous, on est toujours dans un silo dans notre profession. On va défendre la profession, on va défendre les clients de la profession, on va défendre les structures économiques de nos adhérents. Mais en fait, c'est pas ça. Pour peser sur le logement, l'immobilier, il faut être au contraire, très ouvert, s'adapter aux difficultés des uns et des autres, que ce soit les architectes, les promoteurs, que ce soit les notaires, etc. Donc, on est une filière. Et donc, on trouve ça dans le think tank de Se Loger. Et je remercie vraiment de nous avoir proposé d'être associés dès le début. On essaye d'être assidus. Alors, comme tu l'as dit, on introduit un débat sur un sujet qui a été choisi collectivement la fois d'avant. À l'apéritif. Et puis ensuite, à l'apéritif, voilà. pour l'apéritif, pour le repas suivant. Et puis ensuite, on introduit, et puis chacun dit ce qu'il a à dire. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas toujours d'accord, bien entendu, pour des raisons réglementaires, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Mais on arrive, je pense, vous verrez, je n'ai pas regardé le document, mais je pense à des propositions qui sont là pour défendre le logement, la filière de l'immobilier en général. Donc, on fait partie, nous, de ce club, et tant mieux, j'espère bien que ça va perdurer. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les histoires des législatives, subitement, le logement, quel que soit le candidat, subitement, le logement, c'est devenu une priorité. Donc, ça fait 2 ans qu'on crie que c'est la crise. Ça a commencé par les promoteurs avec la FPI. Ça a commencé par la Fédération du bâtiment. Les gestionnaires, je ne vous dis pas, parce qu'avec les interdictions de louer, ben, évidemment, il y a de moins en moins de logements. Et puis, finalement, on vend des passoires thermiques et ce n'est pas ça qu'on veut. Voilà. Donc, du coup, ben, on est entendu. Donc, pour répondre à la question... Ça, c'est une victoire collective. C'est déjà une victoire collective. Ce n'est pas évident, mais qu'enfin le thème soit abordé oui, c'est une victoire collective. Alors évidemment, certains journalistes disent mais qu'est-ce que vous préférez comme programme? Nous, on n'est pas là, on est apolitique. Voilà, nous, on est voilà, les futurs députés, voilà quelles sont nos demandes, nos besoins. Au nom de la filière et au nom des clients de notre filière. Donc c'est intéressant d'être dans des think tanks comme ça. On considère que ce club de penseurs est un think tank. Peut-être pas forcément comme ça que vous le voyez, parce qu'on peut échanger nos idées, on peut aussi échanger nos difficultés. Voilà, c'est un peu des ateliers entre pairs. Et puis surtout, c'est qu'il y a des propositions auxquelles on n'aurait pas pensé si on avait été tout seul. Et puis si on peut peser plus grâce à Se Loger, eh bien tant mieux. Alors, tu as dit 2 choses très importantes. Bon, c'est la transversalité, parce que c'est une filière et que, tu disais, on travaille en silo. C'est la vérité. Je trouve qu'il y a un vrai progrès avec... allez, vous le savez, 35 ans d'expérience. Moi, je vois un vrai progrès avec une forme de générosité de chacun qui prend la peine de regarder le métier d'à côté. Bon. Ce qui n'est pas une obligation en soi. Quand on est à la tête d'une organisation professionnelle, on n'est pas obligé. Et on le fait, oui, d'accord. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et dans des lieux comme le club, c'est favorisé. Ça l'a été aussi pendant le CNR. Ça l'a été pendant le CNR. Toute la filière était présente. Donc, on sort des égoïsmes, on va dire. Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'aux yeux des pouvoirs publics, un corps intermédiaire, un syndicat comme le tien, il peut être suspect, je ne dis pas qu'il le fasse, il peut être suspect de corporatisme, puisque par définition... On est corporate. Par contre, par exemple, quand on est au CNTGI, c'est une instance qui n'est pas un ordre, mais qui est une instance dans laquelle les textes sont débattus. Évidemment, on va défendre peut-être le côté de notre profession. C'est possible. Quand on est au CNH aussi, on essaye peut-être d'avoir un intérêt général sur le sujet lié au logement, mais on va quand même être un peu corporate parce qu'on va défendre de façon très syndicale, que ce soit patronal ou salarié, on va défendre de façon très, très syndicale notre propos, notre business. Et donc ces think tanks, nous on en fait partie de d'autres, c'est intéressant justement pour sortir un peu. Et puis on a des idées nouvelles. On est dans une innovation aussi. Il y a une réelle difficulté. À un moment donné, il faut innover. Il faut innover dans ces questions intellectuelles et il faut innover dans les solutions. Parce qu'aujourd'hui, on est vu que comme un problème. Le logement, c'est un problème, c'est jamais une solution. Et donc, on arrive comme ça, grâce à Se Loger, à peut-être trouver des solutions, en tout cas les présenter sur un plateau, et il faudrait que ces messieurs, dames, députés à venir s'en emparent. Alors le mot solution, merci beaucoup. Je me tourne vers Alexandra François-Cuxac. Alors Alexandra, tu as présidé la Fédération des promoteurs immobiliers, tu en es
la présidente d'honneur. C'est bien que la fédération soit représentée. Je crois que ce matin, il s'est passé quelque chose qui nous a privés de la participation de ton successeur, de Pascal Boulanger. Bon, mais tu es là pour porter aussi la voix des promoteurs. Alors, avec l'expérience que tu as de l'action syndicale, même chose, à la tête d'un grand syndicat, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Et est-ce que tu crois que la cécité dont on pâtit depuis 7 ans quand même, on arrive à la corriger un peu modestement? Est-ce que tu penses qu'on ouvre mieux les yeux quand on travaille comme ça? Et peut-être aussi, cette forme conviviale, est-ce qu'elle favorise les échanges? Est-ce que tu es aussi un membre assidu? Alors tu l'es malgré les déplacements, parce que tu n'es pas que parisienne, tu es biarrote. Biarrote, ça veut dire qu'elle habite Biarritz, voilà, pour ceux qui ne savent pas, d'où son bronzage probablement. Voilà, donc tu fais cet effort-là, c'est sans doute que tu y trouves un intérêt. Ton regard là-dessus? Bonjour. Moi, je pense que la question qui est posée, que je trouve intéressante, c'est la question de la place qu'on a envie de donner dans ce pays, donc que le gouvernement veut donner, au débat démocratique. C'est-à-dire quelle place on accorde à l'ensemble de la société pour échanger, discuter et enfin réglementer, légiférer. Quand vous présidez une fédération, que ce soit la fédération des promoteurs immobiliers ou n'importe quelle autre fédération, vous présidez une fédération qui est habilitée à discuter avec les pouvoirs publics, à animer son réseau d'adhérents, à décortiquer l'actualité juridique, technique, etc. Vous êtes, on va dire, presque un peu fondé de pouvoir à le faire. C'est le propre d'une fédération professionnelle. C'est la voie officielle, c'est le canal de distribution officiel, et donc vous êtes reçu, vous avez des échanges, et cette activité de fédération, elle suit, ça qu'il faut bien comprendre, elle suit l'actualité du pays. Elle suit l'actualité réglementaire, elle suit l'actualité législative, et donc on agit et on réagit en réaction à ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est donc un niveau d'échange officiel, comme peut l'être n'importe quel syndicat, je pense au MEDEF, mais à tous les syndicats de représentation salariale, etc. Il faut savoir que notre fédération, c'est elle qui négocie avec les syndicats chaque année la valeur des points, les grilles des salaires, etc. et l'évolution de la convention collective. Bref, il y a toute une activité qui est une activité officielle. Moi, évidemment, je me dis, on ne peut pas imaginer gouverner un pays avec uniquement des fédérations qui seraient habilitées. Parce qu'on est quand même dans une démocratie libérale, que je sache, et que donc il faut que l'ensemble, me semble-t-il, de la société puisse s'exprimer. Donc, donner une parole, par exemple, aux citoyens, c'est évidemment aussi un sujet clé dans notre pays qui n'est pas résolu. Et je trouve que c'est passé dans certaines zones d'aménagement concerté l'organisation d'un débat citoyen, c'est-à-dire demander la parole aux habitants et les faire participer à des décisions locales. Je trouve que c'est un progrès social, sociétal, et je trouve qu'on devrait aller beaucoup plus vers ça. Et puis au milieu de tout ça, entre les citoyens et l'État et les représentants officiels, il y a un monde qui s'appelle la sphère professionnelle, qui sont des gens qui n'appartiennent pas forcément à un syndicat, à une fédération, qui peuvent représenter des entreprises parce qu'elles ont un objet, j'allais dire, qui traite d'un enjeu sociétal, comme la donnée. C'est quand même quelque chose qui est pour notre avenir et notre présent extrêmement important. Ou des gens qui sont considérés comme un petit peu experts dans leur domaine parce qu'ils ont donné du temps à la réflexion, etc. Et donc cette sphère professionnelle, je pense que l'entendre pour un gouvernement, c'est très important. Parce que c'est une voix qui est déliée, c'est pas une voix qui est canalisée, c'est pas une voix qui est cadenassée, c'est pas une voix qui est politiquement toujours correcte. Et donc on peut se permettre de dire un certain nombre de choses qui font plaisir ou pas, et surtout on peut s'emparer des sujets qu'on veut. Et moi, ce club des penseurs, j'y ai vu le maintien d'un débat démocratique dans ce pays où l'État doit absolument considérer les entreprises, considérer les chefs d'entreprise, d'une autre façon qu'elle le fait, parce que tous ne sont pas syndiqués, tous ne sont pas dans des fédérations, et tous, par contre, ont besoin d'exprimer leur point de vue. Je trouve aussi que la mondialisation très accélérée qu'on a eue ces dernières années
a fait qu'on prend aujourd'hui un très gros revers suite aux crises que vous connaissez et aux guerres que vous connaissez dans le monde, et qu'on revient à une échelle qui est une échelle plus humaine, parce que c'est l'échelle nationale, et que je pense qu'on va même revenir à l'échelle locale beaucoup plus que ce qu'on est aujourd'hui. Et donc cette échelle-là, elle doit se retrouver, l'homme, le citoyen, le chef d'entreprise, le cadre d'entreprise investi, engagé, il doit pouvoir se retrouver dans un lieu qui canalise sa voix. Tout le monde, les 60 millions de Français ne vont pas se mettre à parler de 60 millions de voix. Donc je pense que c'est important de leur offrir un certain nombre de canaux d'échange et de réflexion, parce que les sujets sont très complexes, parce qu'il y a de l'engagement dans ce pays, et on voit bien que les gens sont capables d'aller voter quand ça ne leur plaît pas. Ils doivent être aussi capables de s'engager dans des sphères de pensée, de réflexion, qui viennent nourrir aussi les fédérations dont je parlais. Moi, j'ai eu beaucoup d'échanges quand je présidais la fédération, avec des personnes qui étaient des personnes, j'allais dire, un petit peu collatérales à notre métier, à côté, et qui étaient des penseurs un peu décalés, des gens qui allaient oser vous dire des choses, et vous avez l'esprit tellement formaté par les rails qui vous sont proposés, que parfois, il faut être assez humble, parfois on en oublie un peu d'originalité, de singularité, d'audace. Alors, important, parce que tu nous conduis à préciser une chose qu'on n'a pas dite. On a parlé de transversalité, des représentants de l'ensemble des professions, et en effet, ils sont ou pas porteurs de mandats d'organisation professionnelle. Daniel en fait partie, il y en a quelques autres, mais au fond, chacun parle davantage intuitu personné, finalement. Alors, porteur d'une expérience syndicale ou pas, porteur d'une expérience entrepreneuriale, porteur d'autres vertus. Il y a des gens qui sont plus versés dans la sociologie, dans l'économie. Voilà, on a aussi des angles de vue différents. Une question sur un dernier point qu'on n'a pas évoqué. C'est vrai que dans ce qu'on a proposé, il y a beaucoup d'inspiration pour les pouvoirs publics. Bon, et parce que la décision publique est majeure dans l'univers du logement et de l'immobilier. On ne fait rien sans qu'on tombe sous le coup d'une loi d'aide économique. Enfin bon, c'est depuis l'après-guerre, le fonctionnement plutôt heureux. Il y a une régulation. Bon, donc, on est amené à éclairer la décision publique. Il y a aussi le partage, et ça a été suggéré par Daniel, le partage de bonnes pratiques professionnelles. Il y a des choses dans ce qu'on écrit qui relèvent de la décision simplement des professions, de faire les choses différemment. Alors, typiquement, tu es dans une profession qui est en train de se réinventer. Bon, la contrainte du ZAN, je ne sais pas si elle sera assouplie ou pas, je doute qu'on la supprime, elle est là. La contrainte de la transition environnementale, la contrainte économique, produire des logements plus abordables. Est-ce qu'aussi cette dimension d'échange de bonnes pratiques, tu la trouves dans un club comme celui-ci ? Bon, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est que chacun puisse s'emparer des sujets et de pouvoir échanger, c'est-à-dire en gros décloisonner. Ce que je pense aussi très important, c'est aussi de décentraliser. Il a rappelé, le président l'a rappelé, moi je suis originaire de province, du Pays Basque, j'ai vécu 15 ans aussi à Toulouse. Je suis une femme des territoires, donc j'ai aussi un regard provincial sur les choses, et donc j'ai eu souvent souffert de cette hypercentralisation de la décision, de cet État qui devrait rester uniquement régalien et ne pas s'emparer de tout ce qui est local. Et tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que comme à mon avis, on va vers une société de plus en plus localisée, les promoteurs se réinventent à l'échelle locale, etc. aussi. La crise a donné un petit peu aussi de raison et a désenflammé la course-poursuite qu'il y avait ces dernières années au volume de logement. Ce que je pense, c'est que la nouvelle temporalité, ça va être le temps qu'il va nous falloir pour digérer ce changement, cette mutation. Ça ne va pas prendre 5 mois, ça ne va pas prendre 6 mois, ça va prendre quelques années. Ça prendra quelques années parce que c'est structurel, c'est profond. Et donc, ces années-là, je pense qu'il faut les mettre au service, bien sûr, Bon, j'ai entendu beaucoup ce matin ici, là, il faut qu'on produise différemment, qu'on construise différemment. Ok, mais ça prendra du temps. Mais il faut aussi qu'on arrive à penser différemment. Il faut aussi qu'on arrive à mutualiser nos réflexions. Il faut aussi, j'ai été faire un voyage dans les pays du Nord il n'y a pas longtemps, à Stockholm, etc. J'ai rencontré des gens qui font justement cet effort de structurer leur débat démocratique. Le débat démocratique, ça ne doit pas être la foire. Le débat démocratique, ça répond à un certain nombre de
de pratiques, de critères. Et je trouve que le club, en son sens, est un peu précurseur de ce qui pourrait se passer à une plus grande échelle, et notamment dans les territoires aussi. Parce qu'il faut bien que je le chambre un petit peu, qu'on a un club qui est quand même très parisien, donc si on pouvait le décentraliser un petit peu de temps en temps. Alors pour des raisons pratiques aussi, je disais que tu faisais l'effort, ça n'est un, hein, de venir lors des rencontres qui sont parisiennes. Alors on pourrait faire des rencontres en région, mais c'est vrai que la facilité, c'est d'associer des personnes qui vivent et travaillent à proximité de Paris. Oui, mais on pourrait le club des penseurs pourrait peut-être, par exemple, faire des petits dans certaines régions et puis être relayé au sein des territoires. C'est une suggestion. Thomas saura la relayer. C'est important. Alors on connaît bien la data maintenant et on sait bien partir du réel pour invectiver, analyser, décider. Bon, je pense que ça c'est aussi important. Donc voilà, je crois que et l'État aujourd'hui, s'il est bloqué, l'État est bloqué parce que l'État n'a pas eu ces pratiques-là de débat démocratique dans les territoires, sur l'ensemble du territoire, mais à un tout petit échelon local aussi, parce que l'État n'a pas fini sa décentralisation. Et le réflexe pendant les crises comme celle-là, qui sont des crises mondiales, bah c'est hop, on recentralise, on récupère le pouvoir de tout, et j'ai l'impression qu'on fait quand même marche arrière du coup. Donc il faut au contraire, face aux obstacles, face aux crises, à mon humble avis, décentraliser et réécouter et reprendre le pouls, que ce soit le pouls scientifique de la data, que ce soit le pouls du jus de cerveau des gens qui veulent bien nous donner leur avis, des experts, et donc évidemment des fédérations, et donc faire de tout ça, et ce serait peut-être ça le rôle de l'État, de faire la synthèse de cette écoute. Et du coup, le réflexe protectionniste, il serait peut-être moins fort, parce que ce que je raconte là aussi, ça peut être fait avec d'autres citoyens d'Europe. Alors, on va se donner 3-4 minutes, je crois qu'on les a, parce qu'on a commencé un peu en retard, pour des questions de la salle. Voilà, on a 5 minutes, vous voyez, j'ai l'information un peu comme sur les Grands Prix de Formule 1, on vous met des panneaux, vous savez où vous en êtes. Merci beaucoup. Alors 5 minutes, ça peut faire 3 questions et 3 réponses ciblées. La première étant difficile à trouver. Je crois qu'on a une experte là devant, là, une dame qui fait pas mal de formations. Elle ne pose plus de questions. Bon, très bien. Elle apporte des réponses. Alors, la première question est difficile à trouver, on passe à la deuxième tout de suite. Voilà, ça marche, ça fait 35 ans que je le fais et ça marche. C'est bien, monsieur. A cappella, non, on vous passe un micro. Avec Grâce. Merci. Bonjour, Dan Mosba, Air Nouvelle. Bon, la question d'actualité que tout le monde se pose, mais pour la formuler de la même manière, le 8 juillet, avec une nouvelle assemblée au moins et un nouvel exécutif qui va se former, quelles sont les 3 idées, peut-être une idée chacun, que vous voudriez essayer de faire monter dans le débat? Des mesures en clair, des décisions qu'on souhaiterait voir prendre. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais au moins, effectivement, voilà, l'idée forte, le problème, l'enjeu que vous voudriez chacun. Un enjeu chacun. Ah oui, qui veut au débeauté comme ça, sans avoir été prévenu de votre question, moi, je les ferais bien se questionner sur le zonage en France. Parce que le zonage, finalement, c'est quelque chose qui paraît pour tous très administratif, mais ça influe énormément les politiques publiques. Ça influe énormément la manière dont on va déléguer les aides à la pierre, ou pas. Ça va énormément aussi influer les décisions des investisseurs particuliers qui vont aller investir là ou pas là. Regardez l'exemple breton, on avait exclu la Bretagne du dispositif Pinel à l'époque. On a fait une expérimentation et finalement ça a extrêmement bien marché. Donc redonner la parole aux élus locaux, aux territoires, faire participer les gens qui connaissent leur territoire à l'édification d'un zonage, assouplir. Je crois que ça, ce serait peut-être quelque chose de moins politique national, moins régalien, plus local, qui serait peut-être à même de s'approprier. Et c'est d'ailleurs un des sujets que la FPI porte depuis longtemps, que j'avais porté dans mon bouquin aussi il y a 7-8 ans. Daniel, moi je continuerai après. Moi, tout simplement, si un locataire paye 1 000 € de loyer, il faut qu'il soit capable d'avoir un crédit de 1 000 €. Voilà, c'est tout simple, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui veulent acheter.
Pour la gestion locative, c'est le statut du bailleur privé. Alors, il est défendu par tout le monde, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que le bailleur privé, c'est lui qui fournit des logements. Il n'y en a pas assez de logements sociaux. Donc, on loge, quand on est dans le secteur libre, on loge aussi des gens qui sont éligibles au logement social. Et donc, du coup, trouver une solution sur le logement intermédiaire. Loger nos salariés, c'est un vrai sujet. On est chef d'entreprise. Aujourd'hui, le demandeur de logement, c'est aussi le chef d'entreprise pour pouvoir embaucher ses salariés. Donc ça veut dire que le logement intermédiaire et abordable, il est nécessaire dans tout ce qui est fiscalité pour le bailleur privé particulier. Le compte n'y est pas, donc on a tout un laïus là-dessus, je vais vous en faire grâce. Et puis on est pour la rénovation énergétique, donc trouver des solutions de financement avec les banques qui font un travail remarquable, mais le compte n'y est pas non plus. Et donc là, il faut qu'on trouve des solutions sur ce sujet-là pour qu'on puisse rénover comme il le faut. Parce que la rénovation, c'est le confort d'usage, c'est aussi des économies d'énergie, c'est aussi la transition énergétique nécessaire pour tout ce qui est climat. Voilà, donc trouver des solutions de financement pour rénover. Donc après, ça passe par des moratoires, ça passe par des préférences de DPE individuelles collectives. Je vous passe tous les mesures de notre syndicat. Mais si j'ai à retenir, c'est ça, c'est en accession et en gestion locative. Le bailleur privé particulier, il faut absolument l'aider parce que lui, il est encadré, il est plafonné, On a que 5 minutes, il est taxé, et donc ça ne va pas le faire. Voilà. Thomas, moi, après je terminerai. Voilà. Non, je n'ai pas l'impression. Merci. Au-delà du financement de la rénovation énergétique, il y a une question aussi de simplification et de pédagogie très forte. Simplifier les aides qui sont mises à disposition des ménages, simplifier l'accès aux aides pour permettre d'accélérer la transition énergétique. Et la deuxième chose, vous l'avez évoqué aussi, des questions sur la fiscalité et notamment s'interroger aujourd'hui sur les droits de mutation, taxes foncières. Il y a un excellent rapport de la Cour des comptes qui a été sorti cette année sur l'allègement des droits de mutation au profit de la taxe foncière. Ça aurait des vraies implications sur le pouvoir d'achat, on en a parlé. Aujourd'hui, les droits de mutation sont un frein à la mobilité, en tout cas des ménages. Et donc, réformer ces droits de mutation pourrait être aussi une solution sur le pouvoir d'achat. Alors, deux choses, une très immobilière, l'autre qui l'est indirectement. La question foncière. On en a fait depuis... voilà, je peux attester, depuis 35 ans, une question de débat un peu intellectuel, problématique foncière, question foncière, déjà c'est un peu pédant. En gros, les terrains, comment les trouver, les mobiliser, faire qu'ils soient moins chers, c'est le point de départ de toute chose. Voilà, on a aujourd'hui un problème de cherté du logement produit, du logement neuf et par voie de conséquence aussi du logement existant. C'est ce premier sujet. Deuxième sujet, revenir sur l'interdiction de cumul des mandats. Voilà, je disais que c'était indirectement immobilier parce que ça aurait des conséquences beaucoup plus larges. On a fabriqué des parlementaires hors sol. Et quand je dis hors sol, alors au sens propre, quand on veut parler d'immobilier, il faut connaître les questions du sol et du foncier. Mais surtout, si on n'a pas été maire ou adjoint, si on n'a jamais vu un permis de construire, si on ne sait pas ce que c'est qu'un PLU, un PLUI, si on ne sait pas ce que c'est qu'un demandeur de logement, je pense qu'on passe à côté du sujet. Voilà. Et l'une des raisons, depuis ces années récentes, pour lesquelles le logement n'a pas été mis où il devait être, c'est-à-dire sur le haut de la pile, c'est ça. Voilà. On a des députés qui n'ont jamais été maires. Je vous signale aussi que dans le dernier exécutif, le dernier gouvernement, enfin celui qui est toujours à l'œuvre, il expédie les affaires courantes, on a 70% de ministres qui n'ont jamais été élus locaux. Voilà. Donc c'est le reflet évidemment de ce non-cumul des mandats. Pour moi, c'est un véritable cancer et on entend de plus en plus qu'il faut revenir dessus. Au moins... progressivement, peut-être pour les villes de moins de 30 000 habitants, enfin voilà, mettre la barre à un certain niveau, et après on verra bien. Voilà, je crois qu'on est au bout de l'exercice, et après, privativement, on reste, on peut répondre volontiers à vos questions. Merci de votre attention. Si vous considérez qu'ils vous ont appris beaucoup de choses, comme c'est leur seule rétribution, vous les applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je termine par une information, vous êtes dans une très belle salle. Figurez-vous que sa rénovation est le fruit du mécénat et c'est un grand administrateur de biens francilien qui s'appelle le Gros de Loiselet
qui est l'un des principaux mécènes de la Cité internationale. Voilà, je vous demande... et qui est adhérent UNIS, voilà, je ne peux pas ne pas le dire.